Il y a la tempête Benjamin qui arrive, vent très fort. Les bateaux, même au port, ils sont quand même exposés quand il y a du vent très fort. C'est moi le patron dans ces moments-là. C'est moi qui mobilise les équipes. On s'est réveillé à 3h30 là, qu'on s'est monté d'un cran. On attend le moment critique de la météo. Tout le monde est sur le pont. La météo, c'est un des seuls éléments qu'on ne peut pas maîtriser. On est pas mal. Ça fait partie des scénarios qu'on redoute le plus parce qu'on est le plus impuissant quand on est amarré au port comme ça pour gérer une tempête. Et après toutes ces heures de boulot, ces mois de préparation, on n'a vraiment pas envie que cette tempête vienne tout gâcher. Et les rafales à 65 nœuds, gros. À 50 nœuds, plus de 50 nœuds. Ouais, bah regarde comment il s'appelle le... Il faut pas casser le bateau avant le départ. On doit prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bateau parce qu'il est hors de question que le bateau s'abîme avant même de prendre le départ de la Transat Café L'Or. Ça serait incompréhensible, inexplicable et impardonnable. Ça peut endommager les safrans, ça peut faire un trou dans la coque. Donc du coup, compromettre nos chances de prendre le départ avec un bateau à 100% de son potentiel. Donc là, on est vraiment stressé par cette tempête et par les dégâts que ça peut occasionner. Habille-toi. Ah ouais, ça monte. Grâce à la météo, on arrive à identifier le moment le plus critique où on prend plus de 60 nœuds. C'est vraiment impressionnant parce que le bateau se lève, il se repose quasiment sur le ponton. Ouais, c'est bon. Si on était empêché de prendre le départ à cause d'une tempête alors qu'on était dans le port, alors que c'est des bateaux qui sont censés faire le tour du monde, c'est pas facile à expliquer. On vit depuis la mise à l'eau du bateau pour cette date où on sera amarré dans le port du Havre et pour une seconde échéance qui sera celle du départ. C'est un moment qu'on attend avec impatience. Une première fois, les conditions sont parfaites. Mais quand l'état de la mer est pas mal haché, c'est vrai que c'est... On n'a jamais l'impression d'être prêt. On aura toujours envie de travailler un sujet encore un peu plus. Et voilà. Mais sauf qu'il y a un moment, il faut réussir à s'arrêter et justement se forcer à se dire voilà, en fait, on est prêt. On se met à faire sur le bord. Ou sur le... Ouais, si tu veux, ouais. Je vais les amener direct au bateau, par contre. En approchant de la date de la Transat et de l'échéance principale de notre saison, les sollicitations médiatiques et autres augmentent. Et ça commence dès le convoyage parce qu'on peut faire vivre cette expérience de l'intérieur, donc à une youtubeuse qui va nous accompagner pendant ces 24 heures de mer et vivre ce que c'est que le quotidien à bord d'un ultime. Je vais passer 24 heures sur un des plus gros bateaux de course du monde. Anthony Marchand, toi, t'es le skipper. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre là? Qu'est-ce qu'on va faire? De la vitesse, du bruit, des vibrations, beaucoup de vent et des sensations quoi. Ok, bon, j'ai mes bottes, une polaire, un maillot de bain. Maillot de bain pas très utile, mais la polaire surtout en tout cas, ouais. Et les bottes. Ok, très bien. Bon, et bah c'est parti. Allez, Hâte. bienvenue à bord. Bienvenue sur le trampoline. Tous les bateaux de la course au large et tous les ultimes se prêtent au jeu de la communication parce que c'est ce qui permet d'avoir les bateaux. Yves, toi tu connais hyper bien le bateau, je crois. Oui. Qu'est-ce qui est ouf sur ce bateau? Eh ben écoute, déjà de façon simple, c'est que ça fait quand même partie des 5 bateaux, des 5 voiliers les plus rapides au monde. On a à peu près toutes les options, tous les gadgets possibles et imaginables qu'on peut faire pour aller plus vite.
Le moment où on quitte la Trinité, où on quitte le port d'attache pour aller au Havre, c'est un moment important parce qu'on ne quitte pas le ponton pour une petite sortie de l'après-midi, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez engagé. Ouais, en fait, sur un bateau classique, tu barres le bateau et tu règles les voiles. Ouais. Là, tu barres le bateau, tu règles les voiles et tu règles l'attitude du bateau en permanence. Donc il y a beaucoup de paramètres en plus. Le bateau, si le départ était donné le lendemain, il est prêt à partir. Techniquement, le bateau est prêt à prendre le départ. On n'est plus dans un état d'esprit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite? On est dans un état d'esprit de, est-ce que tout ce qu'on a mis en place fonctionne bien? Là, je pense qu'on va descendre plus que le routage, donc on ne devrait pas avoir à faire Et ça. puis on va rouler relativement. ici et ça va être un angle bâtard sous J2. Ouais, ou même on fait la manœuvre. On fait la manœuvre et après on fait J2 toujours. Et puis, Quand on part de la Trinité pour emmener le bateau au Havre, il nous reste 48 heures de mer quasiment. Il ne s'agit pas d'y aller en passant 48 heures dans la bannette à attendre que ça se passe. Il va y avoir des conditions différentes, des changements de voile, des manœuvres. C'est une super occasion de faire la répétition générale. On y va, c'est ça? On est parti là? Donc là, il y a les semi-rigides qui vont se mettre en place sous le bateau pour nous aider à partir. Ok. Et ça va mettre encore un peu de temps. On va aller se mettre face au vent, envoyer la grande voile. Enfin voilà, il y a toute une petite gestuelle encore manip. chorégraphie qui va continuer à se faire. Bon les gars, on se voit à Wavre? Comme d'hab, tu casses rien. Hein. Là, on va se mettre face au vent dans le chenal, à l'abri du vent. On va hisser la grande voile. Ok. Là, c'est là, ils vont te driver, ils vont t'indiquer comment tout par rapport au pelote caché. Allez, ici. Ouais. On fait des gros muscles ou pas? J'ai des gros muscles moi. Pour un mélange de muscles et d'endurance, comme sur nos... Ok, c'est bon, je suis les deux, c'est top. Le but, c'est de partager au maximum, qu'elle puisse retranscrire au mieux l'expérience qu'elle aura vécue. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de manipuler. Et là, on est parti pour 10 minutes comme ça. 10 minutes? Ouais. Ouais, allez. Ah non, ça va. Mais là, on est nombreux sur le bateau pour faire les manœuvres. Mais pendant la course, vous serez que deux. Comment vous faites? Bah, la même chose, mais qui prend plus de temps. Pour moi, c'est très clair que ça fait partie de notre métier de communiquer sur notre activité, sur le support, sur le bateau. Notre métier n'est pas que de naviguer. Notre métier, il est de faire en sorte que on puisse raconter et passionner les gens autour de notre navigation. Les rangées là-bas, j'aime bien les rangées devant. J'ai l'impression qu'on change de voile. D'après ce que j'ai compris, il y a différentes voiles qu'on utilise en fonction du vent qu'on a. Et on s'arrête pas la nuit, non? Moi, je vais faire une pause. Parce que je pense qu'il doit être genre 20h, j'ai l'impression qu'il est nuit. Là, je peux aller dormir, là? Ouais, super, merci. Pas quoi? À toutes. À tout. Mais le concernement du réveil a déjà commencé, donc très fort. C'est l'angoisse. Enfin, voilà. Dors là. Et bon, bah, je vais dormir. À nouveau 3 heures. Quand on fait venir quelqu'un pendant 24 heures, rien que quand la personne va aller dormir pendant 4 heures, au moins elle va entendre les bruits, les secousses, les vibrations. On peut l'installer à dormir à l'intérieur pour qu'elle se rende compte que ça secoue, qu'il y a de l'inconfort et qu'il faut quand même trouver le sommeil là-dedans. Un petit point de situation, on en est où là ce matin? On est au milieu de la Manche. On a dépassé le Cotentin. D'accord. Et donc, du coup, on n'est plus qu'à une cinquantaine de minutes du Havre. Ah, on est presque arrivé là en fait. Génial. En fait, ce qui est bien dans ces navigations-là, c'est qu'au moins la personne, elle voit vraiment ce qu'on vit. Et c'est toujours des moments de partage quand même. Donc là, tu prends la barre. Voilà. On va enlever le pilote automatique. Hop, stand-by. Voilà. Donc là, et tu mets la barre à droite. N'hésite pas, il faut vraiment forcer. Ok. Encore plus. Et tu peux un peu te faire embarquer par les vagues, sachant qu'on a... Oui, ça fait les bras. Ouais. Mais on est plutôt content d'être là. On est heureux de faire profiter à d'autres gens. Il y a toujours une ambiance assez particulière sur cette navigation. J'ai un peu de mal à tenir une itinéraire pour l'instant. Je fais des zigzags pour l'instant.
On voit le Havre là-bas. C'est là qu'on va. Elle a vécu comme un skipper de course au large, comme un équipier de course au large pendant 24 heures, une expérience parfaitement immersive. Ça y est, on arrive au Havre, on descend les voiles, et puis moi je vais pas tarder à monter sur le map pour passer l'écluse et filmer ça. Ça va être 34 mètres de haut, je crois. Tac, avec ça, Ok, ça je peux pas tomber. tu peux pas tomber. Ok. 34 mètres de hauteur. Moi, je le dis assez souvent aux membres du team actuel, nous sommes toujours en représentation. Et encore plus quand on arrive au Havre pour un départ de course. C'est trop beau. Incroyable. Donc ralentis doucement Ronan pour qu'il puisse tirer. Ouais, vas-y, tire. Allez, 2 devant, 2 derrière. Qu'est-ce que ça va être là, le programme des 10 jours? Célébrer le fait d'être là, profiter avec l'équipe, parce que c'était quand même 3 mois intenses pour arriver avec le bateau ici, dans cet état de préparation. Et quand on va revenir en milieu de semaine prochaine, là, ça sera une autre ambiance, préparation du départ, la météo, vraiment plus dans la bulle. Merci beaucoup pour ces 2 jours. Et puis à... Non, pas bientôt, au revoir. On est super content d'arriver et puis c'est le début de la période d'accueil qui est à la fois festive, d'être à la rencontre du public havrais, de répondre aux sollicitations des médias. Alors la façon dont on s'organise sur des courses majeures comme la Transat Café l'Or, c'est que on doit arriver au port de départ à peu près une dizaine de jours avant le jour de départ. Donc on se met où pour l'interview? On a l'impression que ça a été les photos de mariage, t'es deux là. Il y a toute la famille, la tante, le tonton, le tata. On sait que ces 10 jours de présence au Havre vont être principalement consacrés à des opérations plutôt promotionnelles que des opérations techniques. C'est vraiment le moment où tous les projecteurs sont tournés vers nous et c'est le moment où il faut transformer tout ça. Comment vous vous sentez quand vous êtes sur ce bateau, cet énorme bateau, et que vous traversez Le voyage, la liberté, la compétition aussi. C'est un challenge de traverser l'Atlantique sur ce genre de machine. Bonjour, vous allez bien? En tout cas, la bataille va être rude avec les 4 ultimes. Merci. Merci bien. Comment vous vous sentez, Anthony? Très bien, on se sent très bien. En tout cas, on est ravis d'arriver au Havre. En tout cas, c'est vrai que la fête est assez géniale à chaque fois. Le village est fabuleux. On doit parler de bateau avec les journalistes, on doit parler de la course, mais c'est encore un peu tôt pour vraiment psychologiquement rentrer dedans et vraiment se mettre dans la compétition qui arrive. On a envie de profiter de ce beau village au Havre. Bonjour, je suis Anthony Marchand et je vous embarque une journée avec moi. L'avantage sur cette course, c'est qu'on est en double. Donc c'est vrai que ça se rapproche un peu plus de l'équipage. C'est un peu vraiment entre le solitaire et l'équipage. On rencontre beaucoup de gens. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêts, surtout avec des équipes avec plus de 20 personnes qui travaillent autour du bateau. Ça va être un beau spectacle pour le départ jusqu'à la voie de dégagement.
Est-ce que vous êtes prêts? Comment vous voyez la concurrence? Voilà, c'est toujours un peu ce genre de questions. Mais non, il n'y a pas de questions agaçantes. Ça reste quand même très populaire. On voit des familles sur les pontons avec les enfants qui regardent les bateaux, qui vont parler aux skippers aussi, qui reste aussi quand même assez accessible. C'est un sport qui malgré tout, est populaire. Si vous voulez, on peut faire un poster aussi. Hein. Allez. C'est toujours un chouette moment de rencontrer le public. C'est toujours agréable, ces séances de dédicace. C'est pas forcément un exercice que nous, on a l'habitude de faire, les marins. C'est sûr, hein, on n'est pas connus, on n'est pas des stars de cinéma ou je ne sais quoi, ou des sportifs, des footballeurs voilà, connus mondialement. Merci beaucoup. Thomas Coville. Je suis acteur. Thomas Coville, non, moi je suis Anthony Marchand. Thomas Coville, c'est celui qui est à gauche sur le poster. Ah, d'accord. Et ça, c'est des concurrents, ça. Ça, c'est les concurrents. Ouais, ils sont pas sympas, ils n'ont pas de poster, rien du tout. Je suis arrivé il y a 1 heure, alors. Ça, c'est super. Voilà, merci bien. Excusez-moi, il y a madame qui voudrait prendre une photo avec vous. Ah oui, pas de problème. Merci bien. Pas de quoi. Oh, le beau dessin. Il a tout fait. Ah ouais, trop bien. C'est pour vous suivre. À ton avis? C'est souvent les enfants aussi qui viennent nous demander des autographes. Et c'est toujours des moments qui sont chouettes parce que je me remets à leur place quand j'étais plus petit et que je venais essayer de grappiller des dédicaces à mes idoles. En tout cas, les marins à cette époque qui s'élançaient sur les rues du Rhum, les Vendée Globe ou les Transats Jacques Vabre. Ça peut donner envie à des enfants de choisir ce sport et cette discipline. Et c'est aussi ça le but pour nous, c'est de donner des idées aux plus jeunes. Toutes ces valeurs véhiculées par le bateau sont évidemment très importantes pour Actual. Quand on dit qu'il faut faire du travail une chance, c'est de rendre possible le fait de trouver sa place dans le milieu professionnel. Finalement, à travers le bateau, on arrive à présenter nos métiers, nos activités et faire passer un certain nombre de messages qui me paraissent très positifs pour l'ensemble des publics auxquels on s'adresse. C'est vrai que c'est pas évident avec toute la sollicitation médiatique qu'il y a autour de ces projets. Il faut faire plaisir aux sponsors, il faut être présent pour les médias, il faut avoir le sourire pour le public. Je pense que les skippers, à ce moment-là, ils ont vraiment envie de partir pour être enfin sur leur bateau et faire finalement ce pourquoi ils sont là, quoi, naviguer. Ça va, Anto? Ça, Jojo? Quoi? Bonjour. Faire une photo, c'est ça? Merci. On a un bateau pour être très compétitif. En tout cas, on a de belles ambitions avec Julien et notre but, c'est de vraiment faire le meilleur de nous-mêmes avec cette fabuleuse machine Actual Team Cannes. L'équipe actuelle, à ce moment-là, ils ont quand même un super bateau. Je dirais que c'est ça leur point fort. Maintenant, c'est vrai que certes, ils ont fait un podium sur le Fastnet, mais la dernière course, 24 heures ultime, ils terminent hors temps. Ça a été votre 24 heures 24 heures. Ah ouais. Météo. Oh, putain, on était deg. L'enfer. Vous avez foiré la manœuvre en bas Non, là, on perd un peu. Non, en droppant la voile. Et là, on a douillé un peu. Bon, c'était plein d'apprentissages, mais la sanction était un peu lourde à la fin, parce qu'on était... Ouais, putain, finir hors temps, c'était pas terrible pour l'image du truc, mais... Cette contre-performance sur les 24 heures ultimes, forcément, elle nous a marqués. Ouais. C'était encore bien. Partir dedans et Ils finir sont clairement pas favoris face à un SVR Lazartigue ou Banque Populaire qui, eux, ont fait des podiums pendant cette saison. Donc on peut dire que le bilan est mitigé. Ouais.
à toutes et à tous. Bienvenue au Havre. On va démarrer un peu par la partie nautique. Vous rappelez quelques éléments. Je suis directeur de course de la Transat Café L'Or. C'est d'abord animer une équipe parce que le directeur de course, il n'est pas tout seul. La Transat Café L'Or, c'est 80 bateaux, c'est 160 marins. Donc on ne peut pas faire ça tout seul. La Transat Café L'Or, c'est 4 classes. Il y a 4 départs, il y a 4 parcours et il y a 4 vainqueurs. L'idée, c'est de partir le même jour au Havre. Par contre, que toutes les classes puissent arriver très concentrées en Martinique en l'espace de 72 heures. Le parcours des Ultimes est bien plus long que ceux des autres bateaux. Alors c'est normal parce que c'est des bateaux qui vont beaucoup plus vite. Grosso modo, jusqu'aux Canaries, c'est à peu près la même route pour tout le monde. Et à partir de là, il y en a qui peuvent aller directement vers la Martinique et puis d'autres qui vont descendre un peu plus sud et d'autres encore un peu plus sud pour que, à la fin, tout le monde se rejoigne à peu près au même moment à l'arrivée en Martinique. Donc là, on a un parcours qui est vraiment long pour les Ultimes, avec 2 passages du Poteau Noir, qui est quand même une zone très tactique et où tout peut se jouer. C'est-à-dire qu'on peut être premier à y entrer, mais pas forcément premier à en sortir. Le parcours, il a plein d'enjeux. Il y a du trafic, il y a du courant, il y a potentiellement des systèmes météo qui barrent la route de la sortie de la Manche, avec des états de mer qui peuvent être coriaces. Donc ça, c'est toujours un peu la partie stressante ou en tout cas très engageante. C'est très complet, ça rend le jeu intéressant. On accueille Point by Merconcept, Anne-Claire Lebert et Elodie Jeanne Métro. La classe Ultime, c'est vraiment une classe de bateaux à part parce que ce sont des bateaux qui sont complètement hors normes en fait. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des géants des mers. C'est des bateaux qui valent très cher, qui regorgent d'innovations technologiques et donc on peut regarder que ces bateaux avec les yeux qui brillent. Samuel Tual, lui, c'est le président de la classe Ultime. Son rôle, c'est d'être en lien avec les directeurs de course et aussi de fédérer les différents amateurs, ce qui n'est pas un rôle facile. Contrairement aux autres classes de bateaux, ce n'est pas une classe qui est dirigée par les skippers, c'est une classe qui est dirigée par les amateurs. C'est nous qui décidons d'écrire l'avenir de la course au large. Et donc simplement, pour décider ensemble, il faut effectivement coordonner les travaux et aligner les intérêts d'entreprises qui sont somme toute assez différentes. Ça passe par la jauge, les règles que l'on se donne, les règles du jeu entre nous. Ça passe par la typologie de programme pour qu'on puisse faire exister nos bateaux, les rendre visibles, mais aussi créer les conditions d'une compétition durable et équitable. C'est une mission qui est passionnante, qui a une dimension un peu politique, parce qu'il faut réussir à concilier tout ça, mais avec ce sentiment de construire quelque chose qui nous dépasse un petit peu et qui est passionnant. On est sur les bateaux de course au large les plus rapides au monde. Donc c'est quand même la classe des superlatifs. C'est sûr que sur les 8 skippers présents au départ de la Transat Café L'Or, si on compte le nombre de transats de Figaro de Tour du Monde, on a un concentré d'expérience de navigation énorme. Actuel 4, voilà, plus précisément Anthony Marchand qui est ici à nos côtés. Anthony Marchand avec Julien Villon. Le monde de la course au large admire et respecte beaucoup l'engagement de ces marins, en sachant qu'ils ne sont pas si nombreux effectivement à être en capacité de faire ce type d'exploit. C'est maintenant le bateau actuel Ultime 4. Nouvelle aventure donc pour toi. Le mettre à nos couleurs, essayer
à la mise à l'eau en juillet, essayer de la prendre, l'apprivoiser le plus vite possible. On a potentiellement plus de personnes qui ont été aujourd'hui dans l'espace que de marins en capacité de faire un tour du monde sur des ultimes en solitaire. Benjamin Schwartz, Thomas Kovic qui a bouclé 9 fois le tour de la planète. Au final, quand on est face à des palmarès comme ça ou des carrières comme ça, je le vis pas tant comme une pression, mais plutôt comme une excitation. Je suis plutôt très content, très valorisé d'être au milieu du plateau, mais en même temps, on est là pour faire un résultat, pas pour juste se glorifier d'être au milieu du plateau. Eh bien, bon vent, messieurs. Attention, c'est parti, la photo, merci. Quand on prend place sur la photo à côté des autres concurrents, c'est forcément un peu un aboutissement. Des Franck Hamas, des Armel Lecléache, des Sébastien Josse. Je les ai admirés quand j'étais plus jeune en optimiste. Voire pour certains, j'avais des posters d'eux dans ma chambre. Donc quand je me retourne un peu en arrière, je me dis que c'est quand même un bel accomplissement d'avoir réussi à être là où je rêvais d'être petit. Du bruit pour eux. Merci beaucoup. Le jeudi 23 octobre, on fait quelque chose qu'on fait assez rarement. Au final, on va fermer le village. Donc avec les rafales qui sont prévues et l'axe dans lequel vont arriver les rafales, on ne peut pas prendre le risque de faire venir du public sur le village. On est quand même à J-3 du départ. Et même au port, les bateaux, ils sont fragiles. On a fait bosser des gens nuit et jour dans les bassins au Havre pour démonter des pontons et mettre les IMOCA face, au final, au vent dominant qui allait rentrer dans les bassins. Quand on voit 1 mètre, 1,50 m de clapot dans le bassin, soit plus de 70 nœuds à la vigie, on se dit qu'on a plutôt bien fait. La tempête, elle arrive au moment où on est au port et pas au moment où on doit être en course. Donc c'est plus simple à gérer. En 2023, il y a aussi eu une tempête, la tempête Ciarán, qui a bouleversé le départ de la course. Ce lundi 30 octobre, ce qui inquiète le plus, c'est l'arrivée effectivement d'une autre tempête puissante. On voit Ciarán, c'est son nom, se rapprocher du quart nord-ouest de la France, accompagné de vents à plus de 140 km/h sur les pointes bretonnes les plus exposées et des vagues supérieures à 10 mètres. Et eux devaient partir il y a déjà une semaine. Les marins de la Transat Jacques Vabre sont toujours hackés à cause de la tempête. Il arrive un moment où on se dit ça va plus être possible de faire partir la totalité de la flotte. Nous, on est condamnés à rester ici au Havre. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va repartir. On sait que le départ est reporté, on sait que la Transat Jacques Vabre aura lieu, mais on ne sait pas quand. Les classes 40 et les multis sont partis du Havre et se sont arrêtés à Lorient avant de continuer la course. Les IMOCA, ils sont restés plusieurs jours au Havre. Ils n'ont pas eu le droit de partir. Là, c'est un peu la stupeur chez tout le monde parce que c'est très compliqué au final pour un organisateur, mais aussi pour un team d'expliquer à leurs partenaires qui se sont déplacés que peut-être il n'y aura pas de départ. C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des partenaires qui ont dépensé et investi sur les installations et qui attendent des retours en communication et en contact. Salut Guillaume, ça va? Les bateaux sont bien protégés? Samuel, c'est lui qui a porté historiquement ce projet de voile. Et là, au niveau des installations, sinon sur le village, ça ne bouge pas trop ça. Et donc, dès lors qu'on arrive sur une échéance de course, ouais, il est très présent. Il arrive un moment où, si on veut être dedans, il faut être dans l'action et au contact. Donc j'étais finalement assez pressé de partir. J'espère que par contre, il ne va pas y avoir de dégâts sur le village. Il y a quand même beaucoup de bateaux. Prendre le risque d'abîmer les bateaux au port
avant le départ, c'est ce qui peut aller de pire. C'est pour ça que je suis impatient de voir un peu ce que ça donne sur place. L'enjeu du déplacement et de venir vite sur place, c'est de pouvoir sentir les choses et appréhender justement la notion de risque provoqué par cette situation météo qui est dégradée. Là, pour la météo qui se durcit, c'est... Moi, je comprends que les 24 premières heures vont être extrêmement tendues. C'est touchy dimanche. Ouais. C'est durcisse. C'est durci encore là? Ouais. Évidemment, les aléas météo contredisent par nature tout ce qu'on a pu préparer et prévoir. Et donc, il faut juste s'adapter. Parce que les départs de course, c'est un moment important en termes de médias, de visibilité. Donc, il faut que cette journée soit réussie. Je pense que ça va être vraiment très touchy. Ce que me dit Yves, qui connaît bien le truc, il me dit là, il va avoir 48 heures avec... il va y avoir de la casse, quoi. Évidemment, il faut qu'on ait la conviction que les bateaux ou les marins ne vont pas être en zone de risque dès le début. Ça crée une forme d'incertitude sur les conditions qui seront données pour le départ. Même à bord, dans les échanges, ça va remettre du piment un peu aussi dans la course pour tout le monde. Ouais. On passe. Avant. Bien de chance. Ouais, et toi? Ouais, nickel. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. Tu n'as pas trop stressé? Si, un peu. Ouais, ça va. C'est obligé, hein. Ouais. Moi, je peux aller sur le bateau Ouais, il y a moyen, ouais. Parce que j'ai des passes, ouais. Il y a mon frère qui passerait bien au bateau. Tu pourrais lui faire une mini-visite ou pas? Ok, trop bien. C'est pas simple d'une manière générale de gérer les proches parce qu'on a été sollicité par les médias, par le bateau, par l'équipe, voilà, toute la semaine. Eux, ils viennent le week-end du départ et puis là, on est dans notre bulle, on est dans la course. Juste que j'ai une météo en 10 minutes, il faut que je chope Samuel et que je remonte à l'hôtel. On a quelques points et réunions météo, donc on peut pas passer beaucoup de temps avec eux. Ouais, pas de quoi. Merci beaucoup. Je vais à la météo. Allez, vas-y. Allez. En météo, on a encore pas mal de questionnements là pour la dépression au large de Gibraltar. Ouais. C'est important que Samuel soit là à la dernière réunion météo parce que je pense déjà Samuel est passionné de voile. Il s'intéresse sur la tactique, la stratégie qu'on va avoir nous pendant la course. Et il adore aussi la compétition et ça nous permet de s'impliquer. Et c'est là où il y a du vent, hein, là, il y aura du vent, ce sera milieu de nuit. Ça m'intéresse, enfin, j'ai envie juste de comprendre ce qui va se passer, le pourquoi du comment, et si à un moment donné, il y a des options qui sont prises, pourquoi elles sont prises. Surprise. Le dernier point météo, c'est vraiment des moments importants parce que moi, ça me permet de savoir réellement ce qui va se passer dans le quotidien des navigateurs. Et puis ça me permet aussi de savoir dans quel état d'esprit sont Anthony et Julien, de savoir là où ils sont à l'aise, là où ils se posent des questions, de sentir un peu l'ambiance. Salut Charles. Salut Charles. On a plus de monde aujourd'hui. Ouais, je vois ça, d'accord. Mais il y a un petit peu d'enjeu, hein. On s'est associé à Charles Caudrelier et Erwan Israël, qui connaissent tous les deux très très bien le bateau sur lequel on navigue. Ils connaissent tous les deux très très bien la course sur laquelle on s'élance, puisqu'ils étaient à notre place 2 ans auparavant. Donc le brief proposé par Charles et Erwan était un brief météo, mais principalement un brief de conduite du bateau dans cette météo-là. En intensité, ça me semblait pas fondamentalement différent de ce qu'on avait hier, non ? C'est toujours aussi fort. On a toujours des incertitudes sur déjà le top départ, la configuration de voile qu'il faut avoir, quelle voile on déroule, soit avoir la meilleure configuration de voile, mais avoir beaucoup de manœuvres par la suite, ou soit avoir déjà une configuration de voile plus adaptée pour le début de parcours, mais avec une voile un peu petite, un peu trop petite, justement pour le top départ. Donc notre dépression qui nous vient du Groenland, là, elle s'est renforcée. Donc ça génère le vent un peu plus fort que vous avez dû voir au départ. C'est plutôt bon pour vous, on va dire, au niveau des conditions de vent. Mais ça fait un vent plus fort dans la Manche, clairement. La Manche, on a globalement une bonne idée. Et puis après, il y a encore beaucoup d'incertitudes avec différents scénarios à partir du Cap Finistère. L'idée n'est pas de trancher au moment des dernières discussions qu'on a avec Erwan et Charles. L'idée est plutôt d'avoir différents scénarios possibles pour être lucide au moment de prendre la décision de ce qu'il faudra faire. Ce qui a changé, c'est quand même que la dorsale, elle pousse. Ouais, ça pousse pas mal.
Donc, faut pas être en retard. Ça, c'est sûr. Plus t'es tard, plus elle est dure à passer. Alors, si tu regardes... En fait, la dorsale, c'est le prolongement d'un anticyclone qui est globalement une zone sans vent. Donc ça veut dire qu'en 24 heures de temps, ils font tout le catalogue des voiles et des conditions rencontrées. C'est-à-dire que les 12 premières heures, ça va être à tirer des bords avec du vent fort en Manche, jusqu'à arriver dans une zone où 4 heures avant, tu pestais parce que tu avais trop de vent, et là, tu te retrouves à pester parce qu'il n'y a plus assez. Les situations vont s'enchaîner très vite. Et là, c'est vraiment important d'avoir toutes ces transitions en tête. Mais après, vu la gueule de la dorsale maintenant, je me dis que si tu mets le J0 un peu plus tôt, c'est pas la fin du monde. Et ça rajoute de la pression, parce que c'est déjà un point de passage, un moment clé qu'on a détecté pour ce début de course. Ouais, ça s'enchaîne bien. Ouais, c'est des bonnes conditions là pour le bateau, c'est bien. Le costaud, c'est moins bien pour les marins, mais c'est bien pour le bateau. Bon, super. Merci Juan. Parfait, on va pas avoir le temps de s'ennuyer. Je vais avec toi, Yvain. Viens, ouais, c'est bien. Salut Charles. Ça va, super. Super. Vous êtes chaud, c'est bon? Ouais, c'est bien, ouais. Ça va, Charles? Ouais. Ils m'ont fatigué, hein. Ils m'ont fatigué. C'est du boulot, ouais. Faut pas qu'ils fassent la course en fonction des autres. Non, ouais, leur propre course. C'est ça le danger. Le fait que Charles me dise ça, cette petite phrase sur il ne faut pas faire en fonction des autres, ça me parle beaucoup parce qu'on est encore en phase de découverte et il faut que Anthony puisse se réaliser, lâcher les chevaux, etc. Mais on sait aussi que comme c'est une première fois, il y a potentiellement un risque majeur d'être prudent et de ne pas aller à 100% parce que on n'est pas encore en maîtrise totale. Bon, allez, on les cale. Ils voulaient décaler, je crois. Ils sont pas si sereins que ça va. Ouais, non, c'est clair. Quand on regarde la météo qui s'annonce pour le jour des départs et les premières 24 heures qui vont suivre le départ, on voit bien que la météo, elle est dure. Avec des vents forts et la mer forte associée, nous, en ultime, on gère ça assez bien, mais les bateaux plus petits, notamment les Ocean 50, c'est quand même une épreuve. Ça va pas être drôle pour eux. La classe Ocean 50 d'une seule voie est allée demander à l'organisation d'imaginer d'avancer le départ qui était initialement prévu dimanche en raison d'une conjoncture et d'une addition de faits, de vent, de mer et d'une proximité de la côte qui commençait à rentrer pour nous sur une ligne rouge en termes de sécurité et d'intégrité des marins et des bateaux. Je n'avais absolument pas senti venir la demande des Ocean 50. Ils viennent dans le bureau de la direction de course avec cette demande d'avancer le départ en regard de la météo. Facilité demain, il y a 20 nœuds au départ. C'est exactement les mêmes conditions d'ailleurs que le dimanche. Donc ça va pas être... c'est pas simple. La nuit, elle n'est pas simple non plus. C'est eux qui connaissent le mieux leur bateau. Moi, je passe pas mon temps. Au-delà de la météo, il y a cette demande unanime qui m'interpelle et qui interpelle l'ensemble de mes collègues de la direction de course. Et on se dit, c'est pas un marin qui aurait un peu des inquiétudes pour son bateau. C'est tous ensemble, c'est une délégation qui vient nous dire non, il faut pas. Donc, on doit prendre ça en compte. La Transat Café L'Or pour les Ocean 50 va être très belle. Ils seront juste partis quelques heures avant. Donc en gros, pour le même prix, vous avez 2 journées de départ, c'est une belle affaire. Ça va pour toi, oui? Ok. Nickel, mec. Parfait. La veille du départ, je commence à vraiment me projeter en me disant ça y est, ça devient concret. Effectivement, après 6 mois de travail sur le bateau, de changement de décoration, de mise au point, de découverte. Ok. Pour moi, on est pas mal, hein. Le gasoil, il est plein.
Les hublots, ils sont bien fermés. Du coup, là, je commence à me dire, bon, ça y est, ils partent demain, on va y aller, quoi. Donc là, je suis assez excité par ça. Il y a toujours un dernier tour, et c'est un petit peu le moment où je dis, bon, maintenant, à Anto et à Julien, c'est à vous de jouer, les gars. Les séances de sport, ça permet d'entretenir un peu les muscles, à les préparer pour le départ de la course, continuer à garder un rythme un petit peu sportif, parce qu'on peut un petit peu se sédentariser quand même pendant un village de course avec toutes les sollicitations. C'est vrai que ça permet de se vider un peu la tête, se dépenser un petit peu, donc ça fait du bien. Faut aussi se préserver de ne pas stresser du réveil au coucher, quoi. De ne pas se mettre la pression beaucoup trop tôt. Moi, j'aime bien alterner ces phases de décompression et de concentration sur le départ. Et après, elle a décliné. Là, maintenant, elle avait un peu... Le kiné, à ce moment-là de la préparation, il est plus du relâchement et un moment de décompression qu'un réel besoin physiologique, parce que globalement, on est prêt, on s'est préparé toute l'année. Il n'y a pas de bobo à traiter, mais par contre, c'est souvent un moment assez sympa. C'est un bon moment pour lâcher prise. Les séances de kiné, c'est indispensable pour le corps, pour les articulations, mais c'est aussi indispensable pour la tête. Ça nous met vraiment un peu dans la bulle. C'est un moment de détente, et puis de temps en temps, je m'endors presque sur sa table de massage. Il n'y avait que 8 bateaux sur la ligne, pas d'autres concurrents autour. Tous les autres bateaux sont à quai. Au final, c'est assez simple. C'est départ direct, donc très très rapidement, ils disparaissent à l'horizon. Donc c'est un départ qui est facile. Quand ils sont partis, on voit la vélocité de ces bateaux. On sait qu'en Manche, il y a du vent, il y a des rafales. Ils sont vulnérables à ce type de conditions. Ils subissent plus le risque de se faire virage. Les bateaux sont légers et plutôt volages, donc sortir de la Manche sur ces petits bateaux et dégolfer dans des conditions automnales, c'est vraiment un exercice compliqué. Je suis pas trop inquiet parce que je me dis, comme ils sont venus faire cette demande-là, ils m'ont presque rassuré. Ils savent très bien, même en partant samedi, que c'est un peu chaud. Même si je vois que c'est quand même très compliqué, je me dis, ils sont vraiment conscients du truc, donc ils vont redoubler de vigilance. Ils vont mettre un peu la pédale douce. Ça reste des compétiteurs. C'est de la course au large. Ils veulent gagner, ils veulent mettre... voilà, ils ne sont pas là pour aller faire une croisière. Allez, tu peux glisser, tu viens sur l'arrière, sur la gauche. Et collision de l'hélicoptère, deuxième skipper potentiel. Reçu. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao.